Bien, ben bonjour Thierry. Salut Steven. Merci pour ton acceptation. Bah écoute, avec grand plaisir, très grand plaisir. Pour une fois que je venais à Paris, C'est ça. autant en profiter. J'espère que tu viendras chez moi aussi un de ces jours. Bah, avec grand plaisir. Ce sera le gros contraste. Tu m'as attiré à la ville, mais moi tu viendras chez moi aussi voir C'est ça. ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors écoute, je m'appelle Thierry Casasnovas. Depuis 7 ans, je fais un travail en vidéo, de diffusion en vidéo. Qui est d'abord partie d'une recherche personnelle, en fait, par rapport à ma santé. J'ai eu des graves problèmes de santé qui n'arrivaient pas à être résolus par des approches classiques, on va dire. J'ai eu un long parcours hospitalier et ainsi de suite. Et donc, bon, comme j'arrivais à un point de non-retour, où j'étais condamné d'une certaine manière par la médecine, j'ai commencé à chercher d'autres solutions. Et au bout d'un moment, j'ai eu à cœur de le partager. En tout cas, on me demandait de le partager. Donc j'ai commencé à prendre une caméra vidéo. C'était il y a 7 ans, jour pour jour. C'était en février 2011. Et à partir de ce moment-là, voilà, les vidéos ont été diffusées de plus en plus et ça a généré tout un mouvement, toujours autour des capacités du corps à se réparer de lui-même. La nature du vivant, vraiment, c'est l'essentiel de mon travail, c'est de vraiment étudier comment fonctionne le vivant. Voir que on n'a rien à voir avec des machines, et dit comme ça peut paraître un peu ridicule, mais en fait, je pense que dans notre imaginaire, on est colonisé par les machines, et souvent ce que je dis, c'est ton téléphone, ça a beau être le dernier Galaxy machin chose, si tu l'envoies au sol, il se brise, l'écran se brise, l'écran ne se réparera jamais. Tu prends un membre, tu te coupes avec un couteau, tu te casses un membre, il va se réparer. Donc il y a une différence fondamentale entre le vivant et le non-vivant, cette capacité à l'auto-réparation. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier les conditions qui font que cette auto-réparation se manifeste de manière plus flagrante. Parce que, toujours pareil, en fonction de l'environnement, cette capacité-là, elle va être ou ne pas être. Et donc, on déterminer les paramètres qui font que le corps se reconstruit lui-même. Et donc, on va vers un état de bien meilleure santé, voire de pleine santé. Et c'était mon histoire aussi. C'était vraiment mon histoire. C'est ça qui est assez incroyable, parce que au départ, tu racontes ton histoire, et puis du coup, ça crée une sorte de vague. Beaucoup de gens se sont intéressés à ton travail. Tu as fait beaucoup de rencontres. La santé, c'est pas juste l'alimentation. Il y a aussi une question de mental. Tu parles beaucoup de stress. Comment on gère le stress, la dépression, toutes ces choses-là. C'est important, le mental de nos jours. Oui, disons que je pense qu'on est beaucoup plus juste quand on déplace le problème de l'alimentation à la nourriture. Et la nourriture, l'alimentation est une partie de la nourriture. Tu vois, au quotidien, je me lève, qu'est-ce que je vois déjà? Qu'est-ce que mes yeux voient au quotidien? Je me réveille, je vis avec quelqu'un, ok, quelle est notre nature de nos relations? Enfin, tout ce qui nous alimente, l'air, l'eau, les interrelations sociales, la spiritualité aussi que nous pouvons avoir, tout ça, ce sont les nourritures qu'on reçoit au quotidien. Et effectivement, je me suis rendu compte, et pour moi, c'est quelque chose qui est relativement évident à démontrer et qui commence à être bien connu, que nous sommes le reflet de notre environnement. C'est-à-dire que notre matière propre ne s'exprime jamais que dans un environnement. Tu sais, souvent, on est obsédé par la génétique, et vraiment la grande révolution de ces dernières décennies, c'est d'avoir apporté la notion d'épigénétique. C'est-à-dire, ok, vous avez une génétique, c'est-à-dire un jeu de cartes qui vous est donné, mais en fait, ce jeu de cartes, en lui-même, il dit pas grand-chose sur vous et ce qui va être votre vie, parce que la façon dont vous allez jouer ces cartes, en fonction de votre environnement, va tout déterminer. Et souvent, par exemple, je prends un exemple caricatural, je dis, tu vas voir quelqu'un qui va naître avec un foie qui est bien faiblard. Il peut ne jamais avoir de problème au foie de sa vie parce qu'il sait qu'il a un petit foie faible. Il va pas trop forcer, pas faire des abus d'alcool, de repas et ainsi de suite. Puis à l'inverse, tu as un qui va avoir aucun problème, un foie bien costaud, donc il va faire la bringue toute sa jeunesse et qui va se retrouver avec une cirrhose du foie. Donc en fait, la donnée de départ, elle est là. De toute façon, c'était aussi l'idée de départ chez moi, c'est on est avec un patrimoine génétique, c'est pas la peine de se prendre la tête pendant des heures là-dessus, de toute façon, c'est là. C'est une donnée, c'est immuable. Donc, par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut agir, c'est les conditions, l'environnement. Donc, jouons là-dessus et essayons de comprendre quel environnement est favorable ou défavorable à ce que le corps et l'humain, globalement, le vivant, fonctionnent de manière adéquate. Oui. Donc, au niveau alimentation, trouver une bonne alimentation, dans un village, à la campagne, c'est peut-être un peu plus facile, mais en ville, quelles sont les solutions justement pour ceux qui veulent bien s'alimenter? Je serais mal placé parce que je n'habite pas en ville et j'habite en pleine campagne. Non, mais de ce que je connais, je te parlais de ce que je connais, oui. Quand même, il me semble que la situation qui était catastrophique il y a encore 10 ans commence à s'améliorer. Alors après, j'ai vu le prix des produits bio à Paris, c'est pas les mêmes prix que chez moi. Je pense que la solution, elle est toujours la même, mais y compris dans les campagnes, c'est privilégier les circuits les plus courts. C'est-à-dire moins t'as d'intermédiaires et moins t'as d'enrichissement sur du non-produit. C'est-à-dire que
le fermier qui produit, l'agriculteur qui produit, il s'enrichit sur son travail, ça paraît normal. Après, tous les intermédiaires, enfin, c'est une évidence de dire ça, mais ils produisent pas de la valeur ajoutée. Ce ne sont que des intermédiaires qui transportent. Donc, tout ce qui va dans le sens des AMAP, des circuits courts, des ventes directes, des liens directs avec les paysans. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer. Tu vois pourquoi? Moi, j'ai toujours rêvé de me dire, en ville, pourquoi il n'y a pas des quartiers qui se fédèrent en disant, nous, on choisit tous de mettre 100 € par mois pour payer un agriculteur qui est à 50 km de là et qui puisse louer des terrains, et il travaille pour nous. Pour nous, à partir de nos demandes. D'ailleurs, on peut, à ce moment-là, on lui dit, écoute, nous, cette saison, on a tous envie d'avoir beaucoup plus de carottes parce qu'on est fan de carottes, on veut se faire du jus de carottes, je sais pas quoi. Cultive-nous des carottes. Puis en été, tu sais, les pommes de terre, en été, on en mange moins, file-nous plutôt en hiver, en été, on veut... voilà. Et donc, c'est une espèce de relation de partenariat. Lui est sécurisé parce qu'il reçoit de l'argent régulièrement avec des gens qui se sont engagés, et nous, on est sécurisé parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, on maîtrise. Mais je pense que il faut bien penser que la civilisation française était jusqu'à il n'y a pas si longtemps finalement essentiellement rurale et paysanne. Et je suis pas du tout anti-moderniste. Enfin, tu vois, c'est pas. Puis de toute façon, il s'agit pas de lutter contre quelque chose qui avance. Mais par contre, d'avoir à ce point évincé la notion d'alimentation, à la fois de nos dépenses alimentaires, de nos dépenses en termes de travail et de temps, ça ne marche pas. Donc il faut quand même repaysanner, c'est un mot inventé, mais il faut remettre du tissu paysan en France, parce que de toute façon ça ne marche pas sinon. Et puis parce que sinon, de toute façon, on fait venir des denrées de je sais pas quel bout de la planète, que bon, écologiquement parlant, déjà c'est une catastrophe, mais même écologiquement, pour moi, c'est même pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est un système d'une fragilité extrême. C'est-à-dire que à la moindre crise pétrolière, c'est-à-dire si d'un seul coup, tu as un Tchèque arabe qui coupe les vannes, je veux dire, une ville comme Paris, enfin, je veux dire, je veux pas être dans une ville comme ça. Ça va être le chaos complet. Il y aura plus rien à manger parce que comme tout vient en camion, s'il n'y a pas d'essence. Donc, il y a des villes qui ont fait des transitions. Moi, avant de faire ce que je fais là, moi, j'ai été formateur dans un domaine qu'on appelle la permaculture. Et on s'intéresse beaucoup, par exemple, à l'exemple de Cuba, parce qu'à Cuba, du jour au lendemain, il y a eu un embargo. Il n'y avait plus aucune denrée. Eux, ils étaient alimentés par les soviétiques, donc ils avaient quasiment dissolu leur paysannerie. Puis du jour au lendemain, il y a eu un embargo fait par les Américains, ceinture de bateaux, plus rien ne rentrait. Et ils ont dû faire une transition à toute vitesse. Et ils ont transformé leur ville en un jardin géant. Et moi, j'ai vu des images de la Havane actuellement. C'est bizarre parce que c'est une capitale, mais c'est une capitale végétalisée. Ça paraît complètement... On se dit, mais ils sont en arrière ou ils sont en avant? Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, c'est une ville d'arriérés. Non, ils sont pas une ville d'arriérés. Ils sont autosuffisants sur énormément de besoins. Et moi, je dis, eux, ils sont largement en avant. Parce que s'il y a une crise, eux, ils sont capables, ils sont résilients. Ils sont en connexion avec la Terre. Ouais, exactement. Ouais. Donc, question qui n'a rien à voir, mais quelles sont les alimentations à privilégier quand tu fais par exemple du sport? Parce que tu fais beaucoup de sport, et quand tu es en grossesse pour les femmes. Alors, la question du sport, pour moi, était une vraie question, parce que le sportif a un caractère un petit peu extrême. C'est-à-dire que quand tu fais beaucoup de sport, tu dépenses beaucoup d'énergie. D'accord ? Chaque fois que dans le corps, il y a une production d'énergie, il y a une production de déchets. C'est le cycle du vivant qui est comme ça. Tu consommes de l'énergie. Toute machine, même une machine vivante qui consomme de l'énergie, produit des déchets. Donc un sportif va se retrouver confronté à deux problèmes. Premièrement, consommation des ressources. Il va puiser dans ses ressources. Et deuxièmement, superproduction de déchets. Donc en fait, les deux réponses qui me paraissent évidentes pour moi, c'est apporter des ressources alimentaires de qualité. C'est-à-dire que on vient de traverser une époque de 30-40 ans où on était obsédé par les lipides, glucides, protéines. C'est-à-dire, dès que tu parles de diététique, on te dit combien de protéines, combien de glucides et combien de lipides. Et en fait, de ce que je connais de la diététique maintenant, pour moi, c'est des mauvaises questions. Parce que je connais rarement des gens, sauf anorexiques ou personnes vraiment en état de fragilité extrême, qui n'aient pas suffisamment de lipides, glucides, protéines. C'est rarement un problème. Par contre, il y a un autre truc, c'est que ça, ce sont les macronutriments. Et on parle très rarement de ce qu'on appelle les micronutriments. C'est les trucs qu'on prend en gélule à côté, donc les vitamines, les minéraux, les antioxydants et ainsi de suite. Et ça fait cruellement défaut dans notre alimentation. Et bon, ça va pas être le propos de cette vidéo, mais quand on regarde les processus de réparation, de restauration du corps, surtout suite à un effort sportif, ces micronutriments sont vraiment essentiels. Et donc, moi souvent, je définis une alimentation appropriée à l'humain comme une alimentation qui est exempte de polluants. C'est-à-dire que bon, quand on parle de pesticides, fongicides, quand on parle de bio, souvent je dis, mais souvenez-vous quand même qu'avant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde mangeait bio. Le bio n'existait pas parce que les pesticides et fongicides de synthèse basés sur l'industrie du soufre n'existaient pas. Donc une alimentation qui n'est pas empoisonnée et une alimentation qui est nutritionnellement riche. Et nutritionnellement riche, ça veut dire riche en micronutriments. Et ça va dépendre du sol sur lequel ça va pousser. Donc un sportif, une alimentation nutritionnellement riche et un temps de repos suffisant.
La plupart des sportifs que je connais sont surentraînés et sous-reposés. Et quand je parle d'accumulation de déchets, en fait, le corps se nettoie quand il se repose. C'est-à-dire vraiment, le corps a 2 modes de fonctionnement, action et repos. Et en repos, le corps se restaure et se répare. Donc, les sportifs, la plupart du temps, pêchent parce qu'ils s'entraînent vraiment beaucoup trop. Et souvent, ils sont en sous-performance parce qu'ils n'accordent pas assez de temps au repos. Et pour une femme enceinte, bah, toujours pareil, une femme enceinte, de toute façon, le bébé qui naît, il naît à partir de la mère. Donc, quelque part, le bébé, il hérite du meilleur de ce que peut lui donner sa mère. Donc, pareil, alimentation nutritionnellement riche, sans rentrer en religion. Bon, mais automatiquement, si tu te dis, voilà, je veux maximiser la quantité de micronutriments, tu vas tomber obligatoirement sur des produits très peu transformés, parce que la pasteurisation, la stérilisation, la transformation à haute température, ça vire les micronutriments. On a une perte minérale et vitaminique qui est très importante. On va tomber sur des produits peu transformés, des fruits, des légumes en abondance. Mais là aussi, quand on dit fruits et légumes, si tu as des trucs qui ont poussé dans le sud de l'Espagne avec une eau polluée, enfin, ils sont nutritionnellement pauvres. Donc on parle de fruits, de légumes, de viande, de poisson, d'œufs, tu vois, pour ceux qui en consomment, aucun problème de ce côté-là, mais nutritionnellement, si tu parles de viande, tu parles d'animaux qui ont mangé de l'herbe et non pas des granulés de céréales, des animaux qui ont vu le soleil, qui ont vécu en plein air, enfin voilà, revenir, ça paraît un peu banal, ça paraît un peu le bon vieux temps, mais l'alimentation des grands-mères, entre guillemets, enfin, je veux dire, c'était pas aberrant, quoi, et ça a fonctionné longtemps. C'est-à-dire que l'humanité, quand même, enfin, je veux dire, les 50-60 dernières années, on a du mal à imaginer qu'on a existé avant Internet, mais je veux dire, globalement, l'humanité a bien vécu et elle était relativement stable. Il y a une accélération actuellement, qui est grisante, qui est fascinante au niveau technologique et tout. Et franchement, je suis le premier, enfin, je fais des vidéos, j'adore les caméras, je suis toujours en train de zioter le dernier matériel et tout. Mais cette accélération, elle a un coût terrible pour nous. Et que ça soit au niveau des modes de vie, on fait face à des transformations et des bouleversements qui sont extrêmement rapides et beaucoup trop rapides pour qu'on puisse avoir un regard extérieur et qu'on puisse prendre la mesure et les conséquences des choix que nous sommes en train de faire actuellement. Si tu veux, avant, on faisait un choix et puis on ne faisait pas un nouveau choix avant plusieurs générations. Donc on avait le temps de dire, ok, bon, voyons, est-ce que le choix était pertinent? Là, on fait tous les ans, enfin, je veux dire, c'est très vite. Très vite. C'est en physique, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. C'est-à-dire le catabolisme, c'est la consommation des ressources. Et on a un catabolisme à l'échelle de la planète qui est maximal. Et c'est toujours pareil. Le catabolisme, il apporte 2 problèmes à la fois. Consommation des ressources, c'est-à-dire qu'actuellement, on fait face à une raréfaction des ressources, et surproduction de déchets, puisqu'on consomme les ressources très rapidement. Donc, et quand tu regardes au niveau écologique actuellement, on te dit, on manque de ressources, c'est-à-dire les ressources en pétrole, en minerais et tout s'épuisent, et en même temps, on te dit, on ne sait pas quoi faire des déchets. Ouais, pourquoi? Parce que c'est juste que ça va trop vite. Et c'est pour ça que souvent maintenant dans mes vidéos, je parle de plus en plus de repos, mais de repos à l'échelle individuelle, y compris sociétale. Je pense que la seule chance qu'on a, c'est de mettre un peu de repos, c'est de calmer le jeu, de ralentir toute cette espèce de frénésie, parce que là, ça va de plus en plus vite, on va consommer, mais les ressources, elles ne sont pas illimitées, quoi. C'est ça. Justement, est-ce que la méditation a un rôle majeur? Est-ce que toi, tu pratiques la méditation? Oui, j'ai toujours pratiqué la méditation, je pratique la méditation. Je pense d'ailleurs que, enfin, je suis loin d'être le seul à le penser, que la vie intérieure de l'homme est la seule chose qui peut encore le préserver de sa folie. Et que ça soit physiologiquement parlant ou spirituellement parlant, je fais partie de ceux qui pensent que on est en permanence attiré vers l'extérieur alors que toutes les réponses sont à l'intérieur. C'est-à-dire que, mais vraiment, quand je dis toutes les réponses, c'est même que ce soit des réponses physiologiques, des réponses spirituelles, des réponses émotionnelles, tout est déjà présent en germe à l'intérieur. Et que si on se retourne vers l'intérieur, donc y compris par des techniques de méditation, d'intériorisation, de respiration, enfin voilà, chaque tradition, voilà, moi je suis d'origine chrétienne, mais même dans la tradition chrétienne, il y a une expérience vraiment d'intériorisation, hein, qui est très présente chez les grands mystiques chrétiens, de revenir à l'intérieur et de venir chercher cette vérité. Hein. Et au moins, l'avantage aussi, c'est que quand on commence à parler de rechercher à l'intérieur la vérité, on ne se dispute plus entre religions. Parce que finalement, s'il y a une vérité et qu'elle est à l'intérieur, tôt ou tard, si tu rentres à l'intérieur, tu trouveras la même. Ou alors, c'est du vent, ce que tu dis. Et je trouve une démarche, mais elle est essentielle. Pour moi, cette démarche vers l'intérieur est fondamentale. Et c'est une démarche d'humilité aussi. Donc tu transmets beaucoup ton savoir partout en France. Est-ce que tu vois une prise de conscience à l'heure actuelle? Beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus à la santé. Oui. Oui, et je vais te dire d'autant plus, vraiment, les personnes qui sont le plus conscientisées en ce moment, ce sont les jeunes parents. D'accord. Parce qu'une chose qu'on ne réalise pas, c'est que, comme je te dis, il y a un catabolisme accéléré. Moi, je suis né en 74, donc je commence à être un vieux relativement. Non, mais...
je veux dire, les années 70, c'était le début du commencement de l'accélération folle. Mais j'ai encore eu des conditions relativement privilégiées. J'ai consommé une alimentation, ma mère cuisinait encore pas mal, donc mais c'était une alimentation saine, simple. Et au niveau des rythmes de vie, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, ainsi de suite. Les réseaux qui sont maintenant, on est baigné dedans et tout. Ouais. Les enfants nés après les années 2000 sont actuellement, et je dis ça, c'est pas pour faire du catastrophisme, mais ils sont réellement dans un état de santé catastrophique. Et quand je parle d'état de santé catastrophique, on parle surtout de troubles, allergies, troubles du comportement, troubles de l'attention. Et on est face à des parents qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et on est face à un système médical actuellement qui est dépassé, qui ne comprend pas non plus. Donc tu as des parents, et souvent c'est merveilleux pour moi de voir des parents qui te disent, je suis allé voir le médecin. Le médecin, il ne comprend pas, il ne répond pas de manière... Enfin, il propose de sédater le gamin, de lui donner des anxiolytiques à 4 ans, et puis là, les parents se disent, non, attends, on peut pas démarrer comme ça. Et ce qui est stupéfiant, c'est de voir des gens qui n'ont aucune connaissance en physiologie, et qui, là, pour le coup, grâce à la technologie, grâce à Internet, se plongent corps et âme, et des mamans en particulier, et qui se disent, je veux comprendre ce qu'a mon gamin. Et je croise des fois des mères, des fois je suis subjugué, des femmes, tu sens qu'elles n'ont pas un niveau d'étude extrême, et tu parles de physiologie avec elles, mais t'es là, tu te dis, mais elles ont un niveau de fou, parce que pour leur gamin, et oui, actuellement, il y a une vraie prise de conscience parce que les jeunes générations qui arrivent sont dans un état de santé catastrophique et que on ne peut plus ne pas le voir, on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir et on ne peut plus croire que les solutions classiques permettent de résoudre ça parce que ça ne marche pas et les parents le voient. Et on a beau nous répéter en permanence, ben voilà, votre vie elle est parfaite, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Là on dit, non mais attends, c'est bien joli, mais c'est pas ce que je vois au quotidien. Mon gamin, il souffre. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience. Et il y a une vraie recherche globale. Hein. C'est-à-dire arrêter de croire que la solution c'est juste changer son alimentation, arrêter de croire que la solution c'est juste pratiquer la méditation, non, arriver à comprendre que l'individu il est un tout et qu'il a des besoins et qu'un individu se nourrit de tas de paramètres et qu'il s'agit pour chacun d'aller trouver les domaines dans lesquels son alimentation est la plus lacunaire. Ça sert à rien si tu as déjà une alimentation au top de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Par contre, peut-être que tes relations avec les autres, elles sont complètement pourries et que c'est ça qui te bouffe de l'intérieur littéralement. Donc d'arriver à trouver pour chacun quel est le maillon faible et d'y répondre de manière adéquate. Quelles sont les personnes au cours de ton parcours que tu aimerais remercier et qui t'ont aussi quelque part touché ? Il y en a beaucoup. Il y a déjà toutes les personnes qui suivent les vidéos parce que finalement c'est toujours pareil. Quand tu te spécialises dans un domaine, le fait de te spécialiser et puis les questions que tu retrouves te poussent à te challenger en permanence et à devenir meilleur. Enfin, quand je regarde mes premières vidéos, quand je vois la compréhension que j'avais du corps humain, je les garde parce qu'elles me font sourire. Et puis je trouve que c'est bien de relater un parcours et puis de montrer, de dire voilà, regardez, il y a 7 ans, franchement, j'étais encore très lacunaire dans mon approche, puis très dogmatique religieux, moi je dirais, tu vois, il y a une seule façon de voir, puis j'allais pas vraiment au fond des choses, donc j'avais une vision extrêmement limitée. Donc déjà toutes les personnes avec qui j'ai été en interaction ont été très importantes. Bon, au niveau de ma formation, il y a quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, qui est un médecin naturopathe américain qui s'appelle Robert Morse, chez qui je suis allé me former en Floride, qui m'a apporté énormément au niveau de la compréhension globale du corps. Et après, beaucoup de lectures. J'ai beaucoup lu. On ne se rend pas compte qu'en France, on a une très grande tradition de médecine hygiéniste. Alors l'hygiénisme, c'est vraiment cette approche du corps qui va non pas être obsédé par les symptômes, mais vraiment aller voir au terrain. Et donc on a des médecins comme par exemple le docteur Paul Carton qui écrivait dans les années 1910-1920 que j'ai littéralement dévoré. D'ailleurs, à tel point que parfois je suis persuadé de l'avoir rencontré. J'ai tellement passé des mois entiers à lire ses livres, j'ai l'impression de le connaître, de le connaître intimement. Donc ça fait partie des vraiment belles rencontres. Et puis puisqu'on est à Paris, moi je citerai quand même des personnes qui m'ont beaucoup impressionné, par exemple à l'époque, c'est Corinne Gouget et Claire Séverac, qui malheureusement ont disparu, avec qui j'avais fait une conférence il y a 4 ans, et qui ont été des personnes aussi qui m'ont vraiment alerté, réveillé, et sans prendre le risque de tomber dans le catastrophisme qui paralyse, parce que ça c'est pas mon approche, qui m'ont quand même un petit peu fait sortir de mon monde de bisounours en me disant voilà, il y a vraiment des gros problèmes et il faut y apporter de vraies réponses. Donc je les cite elles, mais je compte pas aussi le nombre de médecins aussi avec qui j'ai de belles relations. Il y a une personne aussi dans mon entourage qui est médecin et qui a été vraiment ma tutrice, on va dire, à qui que j'ai déjà montré en vidéo, qui s'appelle Laurence Desjardins, qui est un médecin qui s'est vraiment spécialisé dans l'approche aussi globale du corps, qui m'a énormément apporté.
Voilà, je citerai pas tout le monde, mais vraiment c'est, et puis ma famille sur qui voilà, je me repose énormément pour au quotidien trouver cette énergie pour aller de l'avant et puis pour porter ce message, pour dire voilà, regardez-vous, mais quel que soit votre état de santé manifesté actuellement, cet état de santé n'est qu'un état de santé manifesté dans des circonstances. Si les circonstances changent, votre état de santé changera automatiquement. C'est ce que nous apprend l'épigénétique. Donc, changez. Si vous n'êtes pas bien, changez et faites un choix. Mais pour faire un choix, c'est toujours pareil. Il faut voir les paramètres du choix. Et souvent, on te dit, ouais, choisis ça ou ça. Et tu dis, ouais, non, mais A ou B ou C, mais comment je choisis? C'est ça. On est impuissant. Et c'est pour ça que j'ai pris délibérément le parti dès le départ d'enseigner. Hein, parce qu'on ne peut pas faire des choix si on n'est pas enseigné. Parce que si on n'est pas enseigné, finalement, on suit de façon aveugle et dogmatique. On dit, ah, ben, on fait ça parce que l'autre l'a dit. Et pourquoi? Ben, parce qu'il l'a dit. Hein, mais là, on perd toute initiative personnelle. Donc le but, c'était vraiment de dire aux gens, et d'ailleurs ça pour moi c'est important, souvent je leur dis, mais mon opinion n'a aucune importance. Mes choix personnels, à la limite, ils devraient complètement disparaître. Souvent on me dit, ouais, qu'est-ce que tu manges et tout. Je dis, on s'en fout de ce que je mange. Je fais les choix que je veux. Si, connaissant ce que je connais, je choisis tous les soirs de me rouler des pétards et de me finir à l'alcool, c'est mon problème. J'ai le droit de m'autodétruire. Ça n'enlève rien à la véracité de ce qui est proposé. Hein, donc mes choix à moi n'importent pas. Je suis pas assez bête et je fais des choix qui vont dans le sens de la santé, mais je veux dire, l'important c'est la réalité, les principes qui sous-tendent le vivant. Et une fois qu'on les a compris, alors à ce moment-là on est libre. On peut choisir par soi-même. Et on n'est plus dépendant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes, un message? Oui, ben un message relativement simple qui est celui qui m'anime depuis le départ. C'est de dire que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on vit parfois un enfer. Et moi, j'ai vécu un enfer sur le plan physique. Et cet enfer, il peut basculer en très très peu de temps. Souvent, à titre de provocation, je dis à des gens, bon, en 4-5 jours, ta vie, elle peut vraiment basculer. Je ne compte pas le nombre de personnes, par exemple, que j'ai accueillies, à qui on a proposé, par exemple, de faire 2-3 jours de jeûne simplement. Tu vois, bon, déjeuner, se priver de nourriture, se mettre au repos et ainsi de suite. Et en 3 jours, tu peux voir une différence colossale. Alors, j'utilise souvent ça parce que c'est pour dire aux gens, regarde, tu étais dans un état, tu t'arrêtes. Parce que pour moi, le jeûne, c'est l'arrêt. Hein. Donc, c'est arrêt de manger, arrêt physique, si possible, se mettre au repos. Et puis, on essaie de les accompagner pour un arrêt mental aussi. Et je dis, regarde, tu t'arrêtes. Et au bout de 3 jours, tu n'es plus du tout le même. Ça veut donc dire que tout ce que tu faisais précédemment, ben, t'isoler de cet état de bien-être que tu peux expérimenter. Et ça permet d'avoir une espèce de choc. Et surtout de se rendre compte que ce dans quoi ils sont n'est pas inéluctable. Et c'est ça qu'on ne réalise pas. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dedans qu'on a l'impression que ça ne va jamais changer. Or, ça va changer. Avec des simples choix en termes de rythme de vie, d'alimentation, de cadre de vie. Alors, des fois, ça peut impressionner. On se dit, oui, mais il va falloir que mon travail... je peux pas en changer, je suis coincé et tout. Il s'agit pas de se mettre des challenges qu'on ne peut pas réaliser parce que de toute façon ça va ne faire qu'augmenter le stress. Mais par contre, d'avoir la vision, la direction, de se dire, voilà, je sais dans quelle direction je veux aller. Donc je comprends et je veux aller dans cette direction et petit à petit je vais mettre en place. Mais il y a personne qui ne peut pas faire de changement. Tu vois, je cite toujours l'exemple d'un gars qui était en stage avec moi et qui était VRP, représentant. Tu vois, puis dans mes stages, je parlais beaucoup et puis je parle d'alimentation. Et le gars vient me voir, il me dit, mais t'es gentil, mais moi, l'essentiel de mon travail, l'essentiel des contrats se signe autour de gros repas au restaurant. Si je vais plus au restaurant, c'est foutu, quoi. Mon activité, je peux l'arrêter. Et il me dit, là, actuellement, je peux pas arrêter mon activité, j'ai une famille, je peux pas me le permettre. Donc on a réfléchi ensemble, et il est arrivé à une solution, il m'a dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je ne prendrai aucun repas sinon au restaurant. Ce qui veut dire que souvent, il ne prenait qu'un seul repas par jour. Tu vois, et le reste du temps, il ne mangeait pas. Ce gars-là, il était en surpoids, diabète, de l'hypertension, enfin, les caractéristiques de la personne qui passe beaucoup de temps au restaurant, tu vois, qui est beaucoup dans sa voiture, les problèmes de société. Eh bien, en 6 mois, il avait un diabète de type 2, le diabète est arrêté, il a perdu plus de 25 kilos, il a retrouvé une peau comme ça, il avait une patate, il s'est remis à faire du sport. Au contraire, les moments où avant il mangeait, il en profitait pour aller courir et ainsi de suite. Et donc, il a trouvé des solutions. Et il y a un adage qui dit souvent, celui qui veut faire trouve des solutions et celui qui ne veut pas faire trouve des raisons. Et je pense que l'important, c'est d'arriver à être suffisamment désespéré par rapport à son état actuel pour se dire maintenant, je vais trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont très très simples et vraiment essentiellement, c'est accepter de mettre un petit peu de repos, de calmer par rapport à cette folie, de calmer par rapport à cette folie alimentaire, de manger 3-4 fois par jour, d'arriver à faire des pauses de temps en temps. Et rien que là, dans cette apologie du repos, on découvre un monde merveilleux. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est
Je peux vous en parler pendant des heures. Sérieusement, qu'est-ce que ça va vous coûter d'essayer, quoi? Tiens, simplement, le week-end prochain, tu fais une petite pause, tu sautes le petit déjeuner, et puis le repas de midi, ben, tu te dis, bon, je vais le faire plus léger, je vais manger juste des fruits, choses comme ça, et puis je vais passer plus de temps avec mes gamins, je vais aller plus marcher dehors. Tu es à Paris, bon, ben, ouais, je prends les transports en commun, je vais bien me trouver une forêt quelque part, et j'ai passé l'après-midi avec les gamins en forêt et tout, et tu vas voir comment tu vas te sentir le soir. Ça paraît un truisme de dire ça, ça paraît une évidence. On dit, ouais, c'est banal, mais si on le fait, ça change. Ouais. Donc c'est ça le message fondamental. D'accord. Bah, merci sur ce, Thierry, merci beaucoup, et puis continue à faire ce que tu fais, quoi. Merci beaucoup, je te remercie.